Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Aïda Mbodj, Madame honorable députée. Bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes députée, présidente de la Commission Culture et Communication à l'Assemblée nationale, présidente du Conseil départemental de Bambey et ancien ministre, c'était sous l'ère Abdoulaye Wade. Oui. Alors, cette semaine, le Sénégal a célébré le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme il est de coutume, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Vous, quelle analyse faites-vous du discours à la nation du chef de l'État, Macky Sall? Je vous remercie Pierre, je vous salue, je salue votre groupe ainsi que votre directeur général, M. Sidi Lamine Niasse, que je considère comme mon conseiller politique, et cela depuis 1996, quand il m'a demandé de m'investir à la base pour représenter quelque chose demain. Je ne l'ai pas regretté. Permettez-moi aussi de souhaiter joyeuse Pâques à vous d'abord, à toute la communauté chrétienne et à tous mes amis, mais aussi de rendre hommage aux anciens, surtout par rapport à la fête de l'indépendance. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention le discours de Monsieur le Président de la République. Mais je dois regretter, je dois dire pour le regretter, que Monsieur le Président de la République n'a rien dit de nouveau. Ah oui. N'a rien dit de nouveau et je pense que lui-même a eu des problèmes à prononcer ce discours cette année pour la 3e fois. Ça n'a pas eu de changement avec les discours précédents. Voyez-vous, dans le secteur scolaire, par exemple, on attendait, parce que c'est ce qu'on attend du discours de M. le Président de la République, on attendait une orientation claire pour la résolution de la crise scolaire. Il n'en a pas parlé. Il a aligné des chiffres sans contenu, sans nous éclairer par rapport à ces chiffres. Il a parlé de finances publiques. Et je pense qu'il a surtout fait l'apologie de son PSE, ce que nous pouvons appeler son PSE, parce que nous y reviendrons. C'est le PSE du Sénégal. C'est le PSE du Sénégal, mais le PSE qu'il a élaboré qu'il a fait élaborer, et nous y reviendrons. C'est ce PSE qui n'a pas la senteur sénégalaise. C'est le PSE que Ruffin caractérise, qui est caractérisé par l'immobilisme et le manque d'ambition des gouvernants de ce régime. Donc je pense que quand il parle de la bonne tenue des finances publiques, je voudrais bien que cette bonne tenue puisse refléter la bonne marche de certains secteurs. Il n'a pas parlé de la grève des étudiants. Il en a parlé certes, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas donné une bonne orientation de, en tout cas, ce qu'on attendait de lui. Vous dites que il n'a rien dit de nouveau, en quelque sorte, c'est du réchauffé, mais le président a annoncé la suppression des visas à partir du 1er mai prochain pour booster le tourisme dans notre pays. Avez-vous envie de lui dire chapeau l'artiste? Non, pas chapeau, c'est-à-dire c'est un aveu de tâtonnement. C'est-à-dire qu'il a tâtonné jusqu'à présent. Parce que imaginez-vous, comment on peut jouer avec ce secteur aussi capital pour le Sénégal. Wade avait négligé le tourisme. Wade ne l'a jamais négligé. En tout cas, s'il l'avait négligé aussi, on n'a pas fait mieux. En 3 ans, nous avons eu 3 ministres au niveau de ce tourisme. On a laissé en rade ce tourisme. Le crédit hôtelier n'arrivera pas à booster ce tourisme. Et comme vous le savez, au-delà c'est le tourisme est l'un des leviers qui doit tirer la croissance. Donc je pense que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le tourisme devait être mieux traité. Et c'est parce qu'il essayait de prendre une décision qui n'a pas été salutaire. Parce qu'on parle de réciprocité. Réciprocité par rapport à quoi? Qu'est-ce que nous représentons, nous, au niveau africain? Si nous nous comparons au Maroc, qui fait 10 millions de touristes, et tous les autres pays, je pense qu'on devait davantage reconsidérer certaines décisions qui ne pourront pas nous permettre de tirer par le haut notre croissance. Oui, mais c'est tout à son honneur, le fait de se rendre compte que l'instauration des visas était une mauvaise chose pour le tourisme et de reculer. Je dis plutôt qu'il a répondu à la clameur. Et c'est sa nature. C'est sa nature de réagir à la clameur. Il a fallu que les professionnels du tourisme puissent s'élever et donner leur mot
pour que, effectivement, parce qu'ils se sont mobilisés à un moment donné, les patrons, pas seulement les agents, pas seulement les hôteliers, mais les patrons se sont levés et effectivement ont tapé sur la table pour qu'ils puissent réagir. Ok. Durant son adresse à la nation, toujours, le chef de l'État a annoncé un taux de croissance pour 2015 de 5,4%. Pensez-vous que c'est réalisable? Je dis que c'est un manque encore d'ambition et c'est dommage pour le PSE. C'est un manque d'ambition parce que je l'ai déjà dit lors du passage de M. le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Parce que je leur ai concédé les 4%. En fait, Christine Lagarde a bel et bien dit que depuis 30 ans, c'est 3,5%. Mais nous sommes toujours les derniers de la classe, hein, Pierre. Nous sommes toujours les derniers de la classe. La moyenne en 2014, au niveau africain, c'est au niveau de l'UEMOA déjà, c'est 6,6%. La BCEAO recommande au pays d'aller jusqu'à 7,1%. Et nous aspirons à 5,4% en 2015 et n'aller à 7% qu'en 2017. Oui. Donc ça, c'est encore un manque d'ambition. Qu'est-ce qui nous empêche de rendre compétitive notre économie, de booster davantage notre économie pour tirer par le haut la croissance? Oui, même si on vient de loin, le taux de croissance était de 1,7% en 2011. Awad était là. C'est ce qu'ils ont dit, mais Christine Lagarde, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que depuis 30 ans, c'était 3,5%. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que moi, je suis très gênée. Quand ces gens qui sont venus nous avaient promis la rupture, nous avaient promis l'Eldorado, qu'on nous parle aujourd'hui que c'était cela avec Wade. Parce que c'est très aisé. Et malheureusement, les acteurs qui font régresser les chiffres de Wade, ce sont les mêmes acteurs qui étaient là. Les fonctionnaires n'ont pas changé. Mais imaginez, vous avez parlé de taux de croissance. Ce qu'on nous dit au niveau du PSE. Au niveau du PSE, on nous annonce un taux de croissance à 2 chiffres en 2035. Alors qu'on peut l'avoir en 2022. Il suffit, comme je l'ai dit, d'avoir une bonne équipe, de bonnes ressources humaines. Les ressources humaines sont là. Le Sénégal regorge de ressources humaines de qualité. Dans quel pays au monde, dans quel pays en Afrique, au monde, vous avez vu autant de ressources humaines de qualité? Un ancien président de la BAD, un ancien directeur de l'UNESCO, un ancien directeur du FMI, un ancien vice-président aujourd'hui de la Banque mondiale, même aujourd'hui un actuel vice-président de la Banque mondiale, un ancien secrétaire général de la francophonie, Abdoulaye Wade, qui est un expert reconnu, sollicité par tout le monde, nos premiers ministres, Loum, Abdou Mbaye, Idrissa Seck, qui sont là, qui ne sont pas utilisés. Et je sais que c'est des ressources humaines très disponibles. Pourquoi ne pas les associer aux affaires de l'État? Oui, mais il l'a fait. Il avait mis à contribution pratiquement tous les anciens ministres de l'économie et des finances du Sénégal et même les anciens premiers ministres pour la lecture du plan Sénégal émergent. Ce n'est pas pour le PSE. Le PSE, vous ne m'avez pas suivi à l'Assemblée, je l'ai dénoncé avec le cabinet qu'on a utilisé, à qui on a donné 2,5 milliards pour faire ce plan. Demandez à tout ce que je viens de citer avec les anciens ambassadeurs, les généraux qui ont eu à occuper des fonctions au niveau international de façon brillante. Il fallait leur demander de leur dessiner un Sénégal en 2035 pour voir ce qu'ils allaient donner. Nous avons des magistrats qui ont été à la haie. Donc je pense que le Sénégal regorge aujourd'hui de personnalités qui ont l'expertise avérée et qui ont fait leur preuve au niveau des stations internationales. Voilà, le PSE justement, quelle appréciation faites-vous de ce plan un an après sa mise en œuvre? Laissez-moi rire. Ah oui. Laissez-moi rire, Pierre-Edouard, parce qu'on ne gouverne pas avec des slogans. Et malheureusement, moi je m'attendais, sincèrement, dans le cadre de la continuité de l'État, à ce qu'on me trouve un autre cadre, un bon document qui ferait le prolongement des 3 documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Nous avons donné la meilleure pratique en matière de stratégie de réduction de la pauvreté. Et à un moment donné, ces documents étaient tellement ambitieux que le président Wade ne parlait plus de lutte contre la pauvreté, mais d'éradication tout bonnement de la pauvreté. À partir de ce moment, le président Macky Sall, qui a quand même
a revendiqué 8 des 12 années de pouvoir de Wade. Qui a hérité d'une situation difficile aussi. Quelle situation, il faut le lui concéder. Quelle situation difficile? Je pense qu'Idrissa Seck a tout rétabli avec ses histoires de caisses vides. Donc je pense que là, on n'en reparle plus. Je pense qu'aujourd'hui, le PSE, quand on se rapporte au taux de croissance, si on suit la logique de ces gouvernants par rapport au PSE, ça veut dire que nous ne pouvons pas, nous ne serons que, nous ne ferons que renforcer notre pauvreté. Parce que ce qu'on nous promet par rapport aux chiffres, aux 2 chiffres pour le taux de croissance, mais on peut l'avoir en 2022. On peut l'avoir en 2022. Et vous fondez sur quoi pour dire qu'on peut l'avoir en 2022? Mais il suffit, comme je vous l'ai dit, de reconsidérer l'économie, de rendre l'économie compétitive, d'avoir davantage d'ambition, d'investir, d'innover. Évidemment, c'est difficile d'investir avec ce climat délétère qu'on a créé, avec ce qu'on appelle la traque des biens supposés mal acquis, le climat de suspension qu'on a créé. C'est difficile d'avoir aujourd'hui des investisseurs. Le président voyage, comme le président va voyager, qui veut revenir avec des investissements, mais lui, il est incapable aujourd'hui de donner au Sénégal des investissements. Donc, moi, je pense que, pour vous dire ce que je pense que nous n'avons rien fait, le gouvernement du Sénégal n'a rien fait pour aider à l'émergence, pour aller vers la compétitivité de notre économie. Oui, je vous donne l'exemple du secteur privé. On ne peut pas aller à l'émergence sans notre secteur privé. Or, aujourd'hui, on préfère l'expertise étrangère que l'expertise locale. Qu'est-ce qu'on nous dit sous prétexte... Le secteur privé a toute sa place dans le PSE. Hein? Le secteur, est-ce qu'il a sa place? Moi, j'ai vu les grands projets. Impliqué. Comment fortement impliqué? J'ai vu les grands projets. L'autoroute Thiès-Touba, on l'a confié aux Chinois. La cité de l'émergence, on l'a confié à un groupe marocain. Le centre Abdou Diouf de Diamniadio, on l'a confié aux Turcs. Sous prétexte que le secteur privé ne peut pas lever des fonds, des moyens, de grands moyens logistiques et financiers. Or, il appartient à l'État. L'État oublie que c'est à lui de booster le secteur privé. Ce sont ceux-là que vous avez cités qui ont financé ces différents projets-là. Comment on les a financés? Ils ont financé, d'accord, mais aussi il y a la participation de l'État. Les Turcs n'ont donné que 25%. Encore que pour la cité Abdou Diouf de Diamniadio, on y reviendra. Mais ça, c'est aberrant parce qu'on parle, il y a eu un dépassement de 25%, il y a un dépassement de 50%. Là, on avait annoncé 41 milliards, on est finalement arrivé à 60 milliards. Donc 20 milliards de plus, donc il y a un dépassement de 50%. Peut-être, avec ce qu'on appelle le partenariat public-privé, cette fameuse offre spontanée qui me laisse, moi, pantoise, peut-être c'est par rapport à tout cela que vous parlez de l'expertise étrangère qui vient financer. Là aussi, c'est l'offre spontanée, il n'y a rien de clair. Oui, en tout cas, avec le PSE, les chiffres sont têtus. Honorable député Aïda Mbodj, Macky Sall qui disait que les recettes budgétaires sont passées de 1464 milliards en 2012 à 1673 milliards en 2014. C'est grâce au PSE. Vous répondez quoi? Mais je vous disais tantôt qu'on ne peut pas gouverner avec des slogans. On nous a parlé de Yonou Yokote, qui était une arnaque politique. Là, ce sont les chiffres, là. Les chiffres, mais les mêmes chiffres. On nous avait annoncé 3729 milliards en février 2014, quand ils sont revenus en grande pompe du groupe consultatif. Oui, le Sénégal est en train d'absorber ces fonds-là. Il nous avait dit qu'il y avait déjà 34 milliards en caisse. Qu'est-ce qu'on a vu de concret? Montrez-moi ce qu'on a vu de concret. Citez-moi seulement quelque chose. Ce qu'il est en train de faire, c'est des vœux pieux. Sinon, inaugurer des infrastructures conçues ou bien élaborées par le président Wade. Les autorités ont répondu par la voix du ministre de l'économie et des finances. Que c'est la continuité de l'État. Quand il disait qu'en réalité, l'argent circulerait mieux que sous Abdoulaye Wade. Le Sénégal est liquide. Ça vous donne envie de rire ou bien ça me donne envie de rire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et je pense qu'ils doivent quand même reconsidérer leur rhétorique.
Le Sénégal est liquide au moment où les enseignants sont en grève, les syndicats d'enseignants. On n'a pas respecté les accords des syndicats d'enseignants, mais qu'il a re-signé en faisant des promesses. Et qu'on ne me parle pas de Wade. Ça, où se trouve sa rupture? Il faut qu'on convoque le passé également pour expliquer le présent. Les enseignants eux-mêmes l'ont dit. Ce qu'ils ont obtenu avec Wade, ils ne peuvent plus l'obtenir. Ils ne peuvent plus même l'espérer. Hein? Lui, quand il est venu, il a bel et bien dit qu'effectivement, il a demandé aux enseignants de ne pas faire d'année blanche. Il allait tout faire pour régler les problèmes. Mais par rapport à cette liquidité, mais où est la liquidité au moment où les élèves réclament leur bourse, jusqu'à ce qu'il y ait eu mort d'homme avec la perte de Bassirou Faye, l'étudiant de Diourbel, de chez moi, devant la mémoire, permettez-moi de prier devant sa mémoire, de réitérer mes condoléances à sa famille. Le Sénégal est liquide au moment où on nous dit que nous avons des difficultés, on ne peut prendre que 60 000 tonnes de la production arachidière. Le Sénégal est liquide au moment où on est en train de réviser les accords. Le Sénégal est liquide où? Dans quel Sénégal c'est liquide? Pas au Sénégal de chez moi. Moi qui suis à l'intérieur du pays, c'est peut-être une augmentation du gâteau, mais qu'il n'y a pas eu de part de gâteau dans les poches des Sénégalais. Le panier de la ménagère n'a pas senti cette liquidité. Donc moi, je suis vraiment dubitative par rapport à cette liquidité. Vous pensez qu'il y a un fossé entre ceux qui parlent de cette liquidité-là et le peuple tout simplement? Oui, je pense qu'il y a même deux Sénégalais. C'est plus grave même. Je pense qu'il y a deux Sénégalais. Il y a le Sénégalais de chez nous, les Gogolous, ceux qui se démènent de partout pour rejoindre les deux bouts. Il y a le Sénégalais où l'argent est liquide, où il y a la circulation de l'argent. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois, c'est le ministre des Finances qui vient de parler de liquide, de Sénégal liquide, mais le président avait répondu. À pareil moment, quand il répondait à la fameuse formule de Kébi de Famaki. Effectivement, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une formule gratuite. C'est parce que le Sénégalais souffre. C'est parce que le Sénégalais ne peut plus supporter, croule sous le poids des promesses des gouvernants. Donc, à ce moment-là, il avait répondu. Aujourd'hui, il avait dit que c'était l'argent sale qui ne circulait pas. Il avait même dit que l'argent circulait, qu'on était liquide, que l'argent circulait. Et que c'était l'argent sale qui ne circulait pas. C'est la première année qu'il avait parlé d'argent sale. Et mes parents, Baol lui avaient dit que laissez-nous partir avec l'argent sale. Parce que même l'argent sale, on ne l'avait pas vu. Pendant la deuxième année, il a parlé qu'on ne dise plus, il a protesté, il a demandé à ce qu'on ne dise plus de Kébi de Famaki parce que l'argent circule. Cette année encore, c'est le ministre des Finances qui prend la relève pour parler effectivement de liquidité. Mais nous n'avons pas senti cette liquidité. Ils sont coupés de la réalité, les autorités? Oui, parce que nous qui sommes avec la réalité, nous qui sommes à la base, nous qui fréquentons les Sénégalais, nous sommes sûrs que les Sénégalais ne sont pas à l'aise, nous sommes sûrs que le panier de la ménagère souffre en fait de la hausse, mais aussi de la rareté des ressources au Sénégal. En tout cas, pour vous dire, il n'y a pas une répartition équitable des ressources au niveau du pays. C'est possible que l'économie puisse générer des ressources, mais il n'y a pas eu un partage équitable des ressources. Oui, une répartition équitable des ressources. Pour finir avec ce sujet, avez-vous l'impression que la gestion sobre et vertueuse est au rendez-vous compromis? C'est encore, laissez-moi encore rire, c'est encore un slogan, c'est encore un slogan, comme je vous l'ai dit, sobre, gestion sobre et vertueuse. Mon frère Alioune Badara Cissé disait que le réveil peut être brutal. C'est ce qu'on risque. Et je suis entièrement d'accord avec eux. Ils sont en train de dormir sur leur laurier? Ils ne dorment pas sur leur laurier. Ils veulent tromper le Sénégal. Ils pensent qu'ils peuvent se tromper eux et ils veulent tromper le Sénégal. Le Sénégal n'acceptera pas, les Sénégalais n'accepteront pas d'être trompés. Gestion vertueuse où? Au niveau des marchés, le gré à gré a augmenté de 27% avec Wade à 41% maintenant. C'est sobre, c'est vertueux où?
au niveau de Petro-Tim, ce problème, cette nébuleuse-là qui n'est pas encore vidée. C'est sobre où? Au niveau du centre Diamniadio, où on a déclaré 41 milliards pour en arriver à 60 milliards, 50% de dépassement. C'est sobre où? Au niveau de la réfection du building administratif. C'est sobre où? Avec les terrains qu'on fait acheter au port pour sous Nécotrans. C'est sobre où, Pierre-Edouard? Moi, je voudrais bien qu'on nous dise où est-ce que c'est sobre. Vous avez parlé tout à l'heure de Petro-Tim, que vous avez qualifié de nébuleuse. Alors, il y a eu le président Abdoulaye Wade qui a renoncé à sa plainte. Là, a-t-il manqué l'occasion, justement, d'aller jusqu'au bout pour tirer au clair cette affaire? Moi, je pense que ça a été une décision très sage. Une décision très sage. Et peut-être nous y reviendrons avec tout ce qui se passe dans notre parti. Je pense que nous avons assez de dossiers pour effectivement renoncer à tout cela. Parce qu'en fait, d'aucuns, depuis le début, d'aucuns, dont moi, disaient que si Alioune Sall pouvait accéder à certains privilèges, c'est parce que son frère est président. À partir de ce moment, il n'appartenait pas à qui que ce soit de tirer sur Alioune Sall, mais d'attendre, parce que les électeurs sont édifiés, les Sénégalais sont édifiés sur tout ce qu'on reprochait à Wade et qui est en train de se répéter, ou bien on voit pur maintenant. Donc je pense qu'il ne sert à rien d'en parler. Il faut peut-être laisser les Sénégalais apprécier, parce que tout ce que j'ai évoqué, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres privilèges qu'on a créés pour les membres de la famille. Donc je pense qu'il ne sert à rien d'en parler. Il faut laisser l'appréciation aux Sénégalais qui aviseront. Et éventuellement régler leur compte s'ils perdaient le pouvoir. Pas peut-être. Moi, cette histoire de règlement de compte, je n'en parle pas. Mais je sais que les Sénégalais peuvent sanctionner avant même la perte de pouvoir. Ok. Une bonne transition un peu à propos de sanctions. Karim Wade a été emprisonné à une peine de prison de 6 ans. Donc, iriez-vous, justement, nous n'allons pas commenter ce verdict, c'est déjà fait, mais iriez-vous jusqu'à demander la grâce présidentielle à Karim Wade? Mais pourquoi demander la grâce? On ne demandera pas de grâce. Demander la grâce, c'est accepter la culpabilité de M. Karim Wade. Vous pensez qu'il est innocent? Mais où est la preuve de sa culpabilité? Moi, j'aimerais bien qu'on me présente une preuve. Jusqu'à preuve du contraire, nous soutenons qu'il n'est pas coupable. On n'a pas donné la preuve de sa culpabilité. Ce qui s'est passé, c'est une justice des vainqueurs, c'est un règlement de compte, mais au finish, une justice sélective. Et là, vous me donnez l'occasion de revenir là-dessus. Parce que ce qui se passe, les renvois avec le procès que Karim Wade devait avoir avec Albouri Ndao, oui. Ça pose problème, Pierre-Edouard. Et j'interpelle tous les Sénégalais, la conscience de tous les Sénégalais, pour dire aux Sénégalais, pour dire aux gouvernants, que nous veillons scrupuleusement à l'issue de ce procès. Tous les Sénégalais avec nous. Parce que c'est la meilleure manière de démontrer à l'opinion aux Sénégalais qu'il y a une justice sélective. Qu'est-ce que vous le faites dire? Mais Albouri Ndao, imaginez, Pierre-Edouard a accusé Karim Wade d'avoir dans un compte 47 milliards. D'abord, Albouri Ndao, revenons sur Albouri Ndao. Albouri Ndao, on lui avait confié l'administration provisoire de AHS. Vos confrères ont tiré là-dessus en parlant de Bamboula. Devant la clameur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir ne résiste jamais à la clameur. D'ailleurs, j'ai entendu le président une fois dire à ses militants, si vous ne pouvez pas accéder à moi, adressez-vous à la presse. Vous êtes chanceux, hein? Alors, donc c'est la presse aujourd'hui qui joue le rôle des régulateurs. Je vous en félicite. C'est pas mauvais. Et donc, devant la clameur, devant les dénonciations de la presse, on le retire pour en faire un agent d'investigation. Pour donner un bon résultat, ou bien pour donner un résultat entre les mains de la CREI, il a accusé Karim Wade de disposer dans un compte à Singapour 47 milliards. Finalement, la CREI n'a même pas retenu dans son arrêt les 47 milliards, alors que ce n'est pas à partir de ces 47 milliards qu'on lui a servi la deuxième mise en demeure et qu'on l'a inculpé. Maintenant, Albouri Ndao risque de s'en tirer comme ça. Le procureur a plaidé la relaxe. La relaxe. Oui, pour Albouri Ndao. C'est ça que nous allons attendre. C'est pourquoi j'ai demandé une observation scrupuleuse de l'issue de ce procès
On ne peut pas laisser Abdoulaye Ndao. Oui. Qu'est-ce qui risquerait de se passer s'il était relaxé? Mais ce n'est pas possible. Relax, pourquoi? Pour service rendu. Parce qu'il serait innocent de ce point de vue. Innocent. Alors, après avoir accusé un innocent de disposer de 47 milliards, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu 47 milliards. On ne l'a même pas retenu au niveau de l'arrêt final. Et on nous dit qu'on peut le relaxer. Oui, son avocat persiste. Il va s'en tirer à si bon compte. Son avocat persiste et signe. Il dit que le compte est Singapour. Mais nous avons aussi des avocats qui sont en train de relever le préjudice. Les Sénégalais, avec les militants du PD, sont en train de relever le préjudice. Mieux, ce qu'on nous a fait aujourd'hui, c'est un affront, c'est une provocation. Imaginez au niveau de la CREI, après le 23 mars, date à laquelle on a rendu l'arrêt, le délibéré. Oui. Imaginez depuis le 24 jusqu'à présent, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas bouger du tout, parce que la CREI refuse de donner aux avocats de la défense la notification de l'arrêt. Alors que l'arrêt, vous l'avez vu comme moi, se trouve dans la presse. Oui. Est-ce que ça, c'est juste? Et quels sont les arguments de la CREI? Pour ne pas donner la notification, oui. Mais rien. Ils ne nous ont rien donné. Et je pense que c'est le lieu d'appeler à la mobilisation, parce que là aussi, c'est une réponse politique que nous devons servir à l'État. En faisant quoi? En faisant, en tapant sur la table, en faisant une mobilisation et leur dire non. Parce que jusqu'à présent, nous avons laissé faire. Vous voulez que ça Nous avons laissé faire jusqu'à présent. Qu'il y ait un rapport de force sur le terrain? Au-delà du rapport de force, moi je pense qu'il y a lieu de mettre en place une stratégie qui pourrait payer. Imaginez, Pierre-Edouard, que nous avons 26 de nos responsables. Je ne parle pas de militants, mais de nos responsables. Les plus hautes autorités. Oui, bientôt, ce sera le comité directeur à Rebeuss, hein? Non, en tout cas, le comité directeur est représenté. Oui. Je taquinais un ancien en lui disant que seuls les anciens et les arabissants ne sont pas représentés à Rebeuss. Mais le secrétaire général de l'UJTL est à Rebeuss. Le secrétaire général du MEL est à Rebeuss. Le président des cadres est à Rebeuss. Les femmes, celles qui accompagnaient les femmes, celles qui, depuis la défaite de Abdoulaye Wade, accompagnaient les femmes, aidaient les femmes, soutenaient les femmes, les assistaient en tout. Madame Aïda Ndiongo est aujourd'hui à Rebeuss. Donc, je pense que vous avez raison de dire que le comité directeur risque de se déplacer à Rebeuss. Et face à cette situation, qu'attendez-vous concrètement du PDS? Mais une bonne mobilisation et qu'on concentre nos efforts, qu'on renforce notre cohésion et qu'on parle d'un seul langage pour effectivement faire entendre raison au pouvoir en place. La mobilisation et la série de manifestations organisées n'ont pas empêché la condamnation de Karim Wade. Je pense que nous avons eu peut-être tort de faire confiance à la justice. Ah oui. Nous avons eu tort de faire confiance à la justice. Nous avons fait confiance à la justice. Peut-être que ça a été un tort. Ah oui? Ah oui. Ah oui. Parce qu'avec toutes les irrégularités qu'on a relevées, je pense que nous avons eu tort de faire confiance à la justice. Vous êtes pour le bras de fer, en fait, avec le pouvoir? Mais apparemment, c'est ce qu'ils connaissent. Apparemment, le pouvoir ne veut pas entendre raison. Ok. En tout cas, pensez-vous, comme certains, que Macky Sall, en emprisonnant Karim Wade, est en train de se débarrasser d'un potentiel adversaire à la prochaine présidentielle? Nous ne l'avons pas dit, parce que au-delà de, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, au-delà de Karim Wade, il y a nos responsables qui sont emprisonnés. Donc, si on doit se battre... Et bizarrement, on ne parle que du cas Karim Wade au PDS. On parle de tout le monde. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je parle de tout le monde. Oui, pas avec la même détermination que s'il s'agit de Karim. Mais c'est-à-dire que tout le monde sait qu'on a voulu atteindre Wade en passant par Karim. Or, Wade, c'est le cœur du PDS. Donc, je pense qu'avec tout ce que Wade a fait pour ce pays, avec tout ce que Wade a fait pour ses fils, comme moi, comme Macky Sall, comme d'autres, je pense qu'il est indécent de le laisser continuer d'emprisonner avec des irrégularités, ce qui n'est pas normal, et d'enfreindre à la loi avec ses acolytes. Parce que vous avez suivi la conférence de presse de Benno Bokk Yakaar. Et vos confrères, j'ai lu vos confrères qui ont dit que Benno Bokk Yakaar emprisonne pour la deuxième fois Karim Wade. C'est vrai. On nous dit que Karim Wade a fauté, a volé, il faut l'emprisonner avec des avocats de l'État. Alors que on a contesté, nous, la présence des avocats de l'État. Donc,
qu'on parle de Karim Wade à la prochaine présidentielle, que Macky craint la candidature de Karim Wade. En tout cas, nous, ce que nous savons, c'est eux qui l'ont dit. C'est un avocat de l'État qui a parlé de cela. Nous n'en avons pas parlé. Benno qui demande en outre que la traque soit poursuivie. Non seulement Benno demande à ce que la traque soit poursuivie, mais je pense qu'il devait écouter aussi El Hadj Diouf. Lors du passage du Premier ministre, El Hadj Diouf leur a dit que la traque doit partir de 1960 et de ne pas se limiter seulement à la gestion de Wade. C'est ça qui est plus logique. Vous êtes pour l'audit du Sénégal indépendant? Du Sénégal indépendant. Parce qu'au lieu d'attaquer les éléments qui sont issus du prisme de Wade, nous sommes issus du prisme de Wade, mais je pense que, avec le président d'ailleurs, mais je pense que la traque ne doit pas se limiter seulement au ministre de Wade. Ok. Est-il logique, Madame Aïda Mbodj, pour le PDS, de persister à vouloir investir un candidat emprisonné pour 6 ans? Écoutez, d'abord, laissez-moi exprimer mon émotion par rapport à la sentence arrimée d'une amende de 138 millions de 6 ans de M. Karim Wade. Je voudrais profiter de votre antenne pour exprimer ma désolation et mon regret par rapport à cette justice de 2015 ici au Sénégal. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est la loi? C'est au nom de la loi. C'est au nom de la loi qu'on l'a rendu, mais est-ce que finalement c'est la loi? Mais qu'importe quel candidat, là où nous sommes, au moment où nous parlons, au moment où je vous présente tout ce qu'on a emprisonné et qui sont des leaders, pas des moindres, je pense que nous n'avons pas à parler de candidature. Que les priorités sont ailleurs? Les priorités sont ailleurs. Notre priorité doit aujourd'hui être la libération de nos prisonniers détenus. Notre priorité doit résider effectivement dans la cohésion du parti. Nous devons renforcer notre solidarité, parler d'un seul langage, ne pas créer un effet qui pourrait créer des dissensions à notre sein. Et je pense que nous avons autre chose à faire que de parler de candidature. Sauf que la 2017, c'est demain. D'accord. Oui. Mais ça aussi, il faut reconnaître l'exception PDS. Le PDS peut se mouvoir à tout moment. Nous sommes un parti organisé à travers tout le Sénégal. Ce n'est pas la première fois que nous avons organisé des élections. Le congrès de mois d'août, qui avait été prévu au mois d'août, la date ne gênait pas. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver les voies et moyens pour faire libérer nos détenus politiques. C'est ça, en tout cas, aujourd'hui, moi, personnellement, ma priorité. Et de mon point de vue, nous devions tous, au niveau du PDS, s'accorder à mettre en exergue cette priorité. Mais aujourd'hui, ce qui est fait. Le vin est tiré. Faut-il le boire ou bien le verser? Bon, ben, peut-être on va en faire bonne utilisation du vin. Mais les dérives qu'on a constatées après la condamnation de Karim, je pense que me donne entièrement raison. Prenez par exemple le cas de Mamadou Mansalé, qui a été jugé, à qui on a accordé la liberté provisoire au cours du procès. Et le juge, je crois, a eu la sagesse d'interpeller le parquet pour lui demander s'il était d'accord sur la liberté provisoire. Il était d'accord. Et finalement, il a dû introduire un pourvoi en cassation pour le maintenir en prison. Donc, c'est la main de qui? Après l'aveu de Benno Bokk Yakaar, après le collaborateur du président qui théorise la grâce présidentielle, après toutes les irrégularités constatées, finalement, quelle est cette main? Je l'avais demandé tout à l'heure, qui est derrière Albouri Ndao? Pour que Albouri Ndao puisse se permettre de dire une chose et ensuite d'espérer la relaxe. Mais aussi, quelle est la main qui continue de peser sur la justice pour effectivement créer des problèmes et générer des irrégularités à tous les niveaux du processus. Vous pensez qu'il faut revenir sur la décision d'investir Karim Wade comme candidat du PDS en 2017? On y reviendra de toutes les manières, parce que je trouve que c'était inopportun, c'était prématuré, c'était moins de 72 heures avant Mais on est en politique, il faut des tactiques pour
peut-être surprendre l'adversaire. Mais ça, c'est trop sérieux pour qu'il y ait des tactiques là-dedans. C'est trop sérieux. Imaginez aujourd'hui l'alternative crédible pour prendre le pouvoir en 2017, c'est le front aujourd'hui, l'opposition. L'opposition crédible, c'est le PDS avec ses amis. Mais avec quel leader? Le PDS avec quel leader? Mais le PDS trouvera toujours un leader. Mais disons qu'il y a une coalition qui est là, qui est le front patriotique. Donc le PDS avec ses leaders, la famille libérale, tous ceux qui viendront. Et là, on ne dort pas. On ne dort pas sur nos lauriers. Nous sommes en train de constituer de grands ensembles. Parce que nous avons conscience aujourd'hui que nous constituons la seule alternative crédible aujourd'hui au Sénégal. Qu'est-ce qui a expliqué votre absence au congrès extraordinaire qui a donc consacré l'investiture de Karim Wade pour la prochaine élection présidentielle? D'abord, je dois m'expliquer. Je n'ai pas pour habitude de m'absenter parce que je ne suis pas d'accord. Je ne fais jamais la politique. C'était pas de la bouderie? Non, non, c'était pas de la bouderie. Au contraire, parce que moi, je me suis exprimé avant cela. J'ai écrit une lettre au frère secrétaire général, le président Wade. J'ai tenu une conférence de presse à votre intention. Mais j'étais en voyage avec le ministre de la Communication sur invitation du ministre de la Culture du Qatar qui célébrait la semaine de la francophonie dont le Sénégal était le parrain. Donc j'étais au Qatar. Vous n'avez jamais caché vos ambitions politiques. Pourquoi vous n'avez pas présenté votre candidature pour la présidentielle? Parce que j'ai déjà décrié ce processus. Je ne crois pas à ce processus. Et moi, je trouvais inopportun ce processus d'appel à la candidature. Les faits m'ont donné raison. J'ai toujours œuvré pour la cohésion et la solidarité au sein du parti. Il y a eu des irrégularités qui sont en train de corser les conditions de détention de nos frères et sœurs en prison. Mais il y a aussi que la cohésion est en train de se fissurer et c'est ce que je ne souhaite pas. Que faire maintenant? Faut-il trouver un candidat de substitution? Nous peut-être, nous l'aurons. Au moment où on prendra la précaution de mener des opérations crédibles, des primaires crédibles, qui partent de la base au sommet, que chaque militant du PDS aura son mot à dire sur la désignation. Est-ce que c'était pas crédible là? Est-ce que chaque militant a dit quelque chose? En tout cas, pas moi, ni les délégués de la Fédération de Bambey. Donc, je pense qu'il y a lieu de reconsidérer notre position par rapport à ce problème. En tout cas, nous avons mieux à faire et nous sommes en train de faire ce que nous avons à faire, qui est aujourd'hui notre priorité, la libération de nos détenus. Et seriez-vous prête à être le plan B du PDS, tout simplement? Je ne serai le plan B d'aucun plan A. Le moment venu, vous verrez quelle partition Aïda Mbodj va jouer. Oui. Mais malgré tout, vous n'excluez pas de se présenter à la présidentielle? Plan B, plan A... Avec ou sans le PDS? Ce n'est pas le moment, Pierre-Edouard, encore une fois. Moi, je trouve ce débat malsain, indécent, au moment où nos frères et sœurs sont en prison. Oui. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Quand vous dites que vous ne serez le plan B d'aucun plan A, est-ce que vous pouvez expliciter votre point de vue? Je voudrais m'en arrêter là, s'il vous plaît. Parce que c'est un débat que je n'aimerais pas aborder pour le moment. Alors, que pensez-vous maintenant de la démission de Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, et qui a claqué la porte et qui a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle? Pierre-Edouard, moi je ne voudrais pas trop m'appesantir sur la démission de Souleymane Ndéné Ndiaye. C'était un responsable de premier plan. De premier plan, oui, et je regrette son départ. Je regrette son départ et je pense que les faits m'ont donné raison. Les faits m'ont donné raison parce que Souleymane ne devait pas partir à ce moment précis. Je voudrais encore une fois revenir sur la cohésion du parti. Je ne voudrais pas qu'il y ait des mouvements d'humeur, qu'il y ait des dissensions. C'est ça que je voulais éviter. En leur disant, je croyais que mon message serait décodé en disant qu'on doit avoir une priorité. C'est-à-dire notre priorité devait être la libération de nos détenus. Notre priorité devait être la consolidation de notre solidarité envers les détenus, justement. Souleymane, très tôt, avait annoncé la couleur en parlant de ne pas se ranger derrière Karim. Il l'avait dit. Ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'était pas mon problème.
quand Karim Wade devait lancer... la génération du concret? Non, non, pas la génération du concret, mais les travaux de l'ANOCI en route vers le sommet. C'est moi qui ai mobilisé 200 cars sur la corniche. Je l'ai toujours soutenu. En ce moment-là, ce n'était pas comme maintenant. Les responsables du PDS n'étaient pas autour de lui. Nous n'étions que 3. L'ancien maire de Dakar, il était obligé d'y être. Pape Diop, c'était le maire de Dakar. L'ancien ministre des Infrastructures, Habib Sy. Et moi, j'avais fait la mobilisation. Mais maintenant, c'est autre chose. Mais Souleymane avait déjà annoncé, bref, la couleur. Je ne voudrais pas qu'il parte à ce moment précis. Je l'ai dit, je vais le redire. Malgré ce qu'il avait dit, il avait quand même, quand il a vu qu'on était en train d'agresser Karim Wade, il avait quand même enfilé sa robe d'avocat pour aller le défendre. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien, Pierre-Edouard. Nous avions besoin de cette défense. C'était symbolique. Au moment où on parle d'appel à candidature, il a saisi ce moment. Si ce n'est pas un prétexte pour partir. Donc il y a eu une cause. C'est quoi? C'était un prétexte en réalité? Je ne sais pas si c'est un prétexte, mais en tout cas, il n'y a jamais d'effet sans cause. Et il ne fallait pas créer ce prétexte. Même si c'est un prétexte, il ne fallait pas créer ce prétexte. Il fallait maintenir le statu quo, gérer les problèmes judiciaires que nous avons avec le pouvoir en place pour nous en sortir et conserver, garder tout le monde dans la maison du Père. Vous avez eu à mobiliser pour Karim Wade. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prête à mobiliser encore pour Karim s'il était le candidat du PDS? Le moment venu, s'il est choisi dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, je le dis et je le répète, c'est prendre toutes les dispositions pour organiser une dévolution démocratique du pouvoir au PDS, du sommet, de la base au sommet. Malgré tout, le comité directeur persiste et signe. Karim Wade est le seul candidat du PDS et il le restera, malgré tout. Ils l'ont dit, c'est leur droit. Ouais. Mais vous êtes d'accord ou pas? Moi, je ne suis pas d'accord. Je conserve ma liberté de ton, bien qu'étant dans le parti, encore une fois de plus, ancré dans le parti, je conserve mon indépendance et ma liberté de ton. Je ne suis pas d'accord sur cet appel à candidature. Ce n'est pas le moment et je ne suis pas d'accord sur le processus. Certains même invoquent l'argument du boycott, la présidentielle, si Karim n'était pas libéré. Quel est votre point de vue là-dessus? Ça peut être une stratégie du parti, mais on n'en est pas encore là. Je pense que, comme je l'ai dit, et je pense que je voudrais que vous me compreniez davantage, c'est inopportun ce débat, c'est inopportun ce processus, c'est inopportun cet appel à la candidature. Vous êtes pour ou contre le boycott de la présidentielle? On n'en est pas encore là. Je pense que ceux qui parlent de boycott parlent de la position du parti, mais je pense que le moment venu, nous aurons notre mot à dire. Ok, nous allons avancer un peu, honorable député Aïda Mbodj, pour parler de la transhumance. On a entendu Maître Abdoulaye Wade dire que si Souleymane Ndiaye est parti, c'est parce que peut-être probablement il veut rejoindre son ami Macky Sall. Vous, la transhumance, comment appréhendez-vous cette question? Moi, je pense que il ne faudrait pas parler de transhumance seulement ce qui est inapproprié pour des personnes. C'est approprié à des bêtes, à du bétail. Mais je pense que je vous renvoie encore une fois à la grande déclaration des tenants du pouvoir, qui parlait de vertu, qui parlait de patrie. Et je pense que ce slogan de patrie avant le parti, je pense que ce n'est qu'une promesse. La patrie, c'est pour tout le monde. Hein? Oui, il y a des compétences qui peuvent servir la patrie, mais elles seront les bienvenues, non? Mais ça dépend de qui transhume. Ça dépend de qui part, qui change de parti. Je ne dis pas transhume, parce que c'est un mot que vous aimez appliquer aux acteurs politiques. Vous ne l'appliquez jamais à un journaliste qui change de ligne éditoriale, à un journaliste qui change de groupe. Donc, je vous taquine un peu, Pierre-Edouard, pour vous dire que... et les journalistes qui changent de groupe, qu'est-ce que vous en dites? Mais pour dire sérieux, c'est différent, oui. C'est pas différent. C'est pas différent. On peut en discuter, mais c'est pas différent. Okay. Oui. Je voudrais seulement vous dire, avec l'actuel régime, le slogan tant promis, la patrie avant le parti, je pense que c'est une chose promise et qu'on n'est pas encore prêt de voir, parce qu'ils avaient condamné, eux, le fait de prendre d'autres personnes qui étaient de l'ancien régime. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un besoin qui se fait sentir dans ce déplacement d'un parti à un autre. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas s'opposer à ce régime au risque d'être condamnés
se déplacent effectivement vers ce régime. C'est pour fuir leur condamnation. Leur condamnation, pour être protégés. Et ils sont protégés. Et ils sont protégés. Ça, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a changé de parti, qui est allé vers la paix et qui est condamné. Mais est-ce qu'on peut reprocher au président Macky Sall le fait de vouloir massifier son parti? Avant tout, c'est un parti. Mais on ne peut pas lui reprocher. Oui. Vous avez vu, quand vous parlez de transhumance, vous ne portez pas atteinte au président Macky Sall, mais effectivement, vous traînez dans la boue ceux qui partent. Donc lui, on ne lui dit rien. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir couvé ceux qui sont convaincus de malversation à la place d'autres innocents qui n'ont rien fait, mais qui refusent tout simplement de rallier son parti. Vous avez mis sur pied un mouvement à l'intérieur même du PDS. Certains vous ont à un moment soupçonné de vouloir rallier Macky Sall. Est-ce le cas? Qu'est-ce que je vais faire chez Macky Sall? Vous croyez que moi je peux me contenir dans les valises de Macky Sall? Non. Et tout à l'heure je vous disais, ça dépend de qui transhume. Vous me voyez moi autour d'une table où on met des observations négatives sur la politique de Wade, alors que j'étais au centre de cette politique. Vous me voyez moi m'accompagner avec des gens qui passent tout leur temps. D'ailleurs, le seul fait d'armes d'un dirigeant aujourd'hui auprès de Macky Sall, c'est de dire du mal de Wade, ou bien de son fils, ou du Parti démocratique sénégalais. Vous me voyez m'accompagner avec des gens qui n'ont pour tasse de thé que disperser aujourd'hui et déstabiliser le PDS. Non, Pierre-Edouard. Moi, j'ai un mouvement que j'ai créé avec la bénédiction du frère secrétaire général, M. Abdoulaye Wade. Au moment où on était traqués de toutes parts, j'ai eu à effectuer un voyage à Tambacounda. Les militants m'ont demandé de venir les voir souvent. Je ne pouvais pas le faire. Notre parti est organisé. À chaque fois qu'on doit se déplacer, il faut prendre l'autorisation du parti et avoir effectivement la bénédiction du responsable en place. J'avais besoin de me mouvoir à travers le Sénégal. C'est à ce moment-là que j'ai adressé un mail, j'ai envoyé un mail au président Wade qui l'a trouvé, je pense, qu'il a trouvé très judicieux et l'a béni. Et il avait raison, parce que ce n'était pas la première fois que j'ai mis en place un mouvement. Quand on préparait les élections de 2007, j'avais le mouvement Force Convergente, mouvement pour la réélection d'Abdoulaye Wade. Et qui regroupait énormément de femmes. Au finish, les femmes ont élu Abdoulaye Wade à 70%. Ça ne fait pas doublon là, non, être dans un parti... Non, il y a toujours des Sénégalais qui ne veulent pas rallier la mouvance présidentielle et qui veulent s'opposer et qui ne veulent pas intégrer le PDS. Il y a des affinités dans les partis. Vous savez qu'au Sénégal, c'est des affinités. On ne parle pas d'idéal. On se réfère rarement au programme. Mais les affinités font que certaines personnes sentent d'autres à la place, sentent les uns à la place d'autres. Et quels sont les objectifs de votre mouvement à court, moyen et long terme? Massification de mon parti, le PDS. Permettre aux Sénégalais avec qui j'ai des affinités et qui ne veulent pas rallier le PDS, qui ne veulent pas intégrer véritablement le PDS, qui ne veulent pas partir et qui ne veulent pas rallier la paix, de venir avec moi dans le cadre démocratique de l'opposition pour renforcer effectivement l'opposition. Et est-ce qu'on peut s'attendre de voir votre mouvement porter votre candidature à la prochaine présidentielle? Je ne parlerai pas de candidature, Pierre-Edouard. Vous êtes têtu, mais je ne parlerai pas de candidature. À l'heure où nous sommes, j'ai ma priorité, je me bats pour cette priorité, c'est la libération de nos détenus politiques. Allez, concernant toujours la transhumance, quelle serait votre attitude si Macky Sall faisait appel à vos compétences? Il a déjà fait appel à mes compétences. J'ai renoncé. Ah oui. Oui. Il vous a demandé de le rejoindre? Par des voies détournées, par des intermédiaires. Mais il comprend que je ne peux pas quitter mon parti pour aller le rejoindre. Peut-être eux, ils viendront nous soutenir. Ce ne serait qu'un retour. Un retour qui serait béni par le Père. Vous êtes pour les retrouvailles Wade? Ah oui, je suis pour les retrouvailles de toute la famille libérale. Le président Wade avait promis aux Sénégalais de faire régner la coalition libérale pendant 50 ans et je pense que nous pouvons y arriver. Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire de Idrissa Seck votre candidat? C'est possible aussi. Ah oui. C'est possible. Vous ne l'excluez pas? Non, on ne peut pas l'exclure. Il soit le candidat du PDS? On ne peut pas l'exclure. Moi, Idrissa vient me voir à Bambey, je vais le voir quand je veux. Je discute avec lui, je discute avec Pape Diop. On est bien ensemble. Nous sommes les fils de Wade.
Je dis que tous ces éléments sont issus du prisme de Wade. Nous nous approchons un peu de la fin de cette émission, honorable député Aïda Mbodj. Nous allons parler de la question de la réduction du mandat présidentiel qui fait gros débat depuis quelque temps, 7 ans ou 5 ans. Des voix s'élèvent à l'intérieur même de la mouvance présidentielle, à l'intérieur même de l'APR pour dire que Macky Sall doit faire un mandat de 7 ans. Vous, en tant que député et femme politique également, quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, Pierre-Edouard, moi, ce débat-là est malsain. Et ce débat-là n'a pas sa place dans l'espace politique sénégalaise. Après un débat sérieux. C'est sérieux, mais après l'élection de Macky Sall. Macky Sall, l'élection présidentielle, on a l'habitude de le dire, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Macky Sall, en rencontrant son peuple, qu'il a élu au soir du 25 mars 2012, avait promis, sans qu'on le lui demande, avait promis, une fois élu, de renoncer au mandat de 7 ans et de ne faire que 5 ans. Donc, c'était une conditionnalité. Si je serais élu, je ferai. Je suis élu, je dois faire. Oui, mais les promesses électorales, comme on dit, n'engagent que ce qui est quoi. Mais et la vertu, et la sobriété, et la rupture tant annoncée, c'est galvaudé maintenant. Et on veut lui prêter un wah-wahet. Il n'élève pas la voix pour arrêter ces gens. Parce que ces gens-là qui s'agitent ne nous intéressent pas, nous autres Sénégalais. Nous avons affaire avec un homme, un seul. C'est lui qui avait fait cette promesse. Il n'a même pas besoin de référendum. Il peut démissionner et faire constater sa démission par le Conseil constitutionnel. Vous êtes pour la démission? Oui. Mais le problème restera entier. Non. Si démissionner, le prochain président serait élu pour 7 ans aussi. Non, non. Il peut démissionner et le prochain président, s'il veut faire 5 ans, n'a qu'à démissionner. Est-ce qu'on ne peut pas régler la loi, le problème de la loi une bonne fois pour toutes? Mais on peut régler le problème de la loi. On peut régler autre chose. Mais ce débat-là n'a qu'un seul avantage. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes édifiés sur l'impréparation de la mouvance présidentielle à affronter des élections. Nous sommes édifiés sur... c'est un aveu, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait un aveu de taille. Ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils seront battus. Ils savent qu'ils n'ont pas travaillé. Ils ont conscience de leurs limites. C'est ça la réalité. Parce que nous, on était avec Macky Sall qui était directeur de campagne en 2007. En 2005, quand on l'avait promis comme directeur de campagne, moi personnellement, en tant que ministre de la Femme, je lui avais promis 51,1%. 51% en 2007 pour l'élection de Wade. Donc, je pense qu'aujourd'hui, s'ils disent que si l'un des grands barons peut dire devant les Sénégalais dans le blanc de l'œil que Macky Sall risque de ne pas passer au premier tour, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous, cela nous importe peu. Nous, notre problème, nous avons affaire avec Macky Sall. C'est Macky Sall qui avait fait des promesses. S'il veut remettre en cause ces promesses, s'il n'a pas le courage de parler aux Sénégalais et d'envoyer ses seconds couteaux, pas tellement second que ça, parce que le porte-parole du gouvernement qui parle, c'est comme si c'est Macky Sall qui parlait, qui tire les ficelles, oui. Et qui peut-être est en train de lancer des ballons de sonde pour voir la réaction des Sénégalais. Est-ce qu'il peut revenir sur ce qu'il avait dit? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas confiant. Il est sûr qu'il va aux élections, on va le battre. À votre avis, quel est le scénario le plus probable? Élection en 2017 ou bien en 2019? Mais il faut nécessairement qu'il fasse ces élections en 2017. Est-ce qu'il de se passer? Sinon, en 2017, on va le battre aux élections législatives et on va l'obliger à la cohabitation. Vous en êtes persuadé? Ah oui. Merci en tout cas, honorable député Aïda Mbodj. Vous êtes députée, présidente de la commission culture et communication à l'Assemblée nationale, présidente du conseil départemental de Bambey et ancienne ministre et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu pour la première fois
sur ce plateau d'opinion. Merci. J'avoue que j'ai fait la dernière émission d'opinion avant la télévision. Oui. Je pense que c'était avec Daoud Diouf à la vieille époque. Voilà. Merci d'être passé Merci. nous voir, honorable député Aïda Mbodj. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.